Bienvenue à un nouvel épisode d'Avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et je recevais Maureen Hervieux qui travaille pour Femmes autochtones Québec. Puis on a discuté des violences sexuelles envers les femmes, de l'éducation à la sexualité dans les communautés autochtones, d'exploitation sexuelle, bref, de plein de sujets très importants que connaissait bien Maureen. Donc, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Bonjour Maureen, Oui. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Bien, merci beaucoup d'avoir fait la route pour venir nous rencontrer. J'adore faire de la route. Oui, t'en fais beaucoup avec ton travail. Justement, juste pour t'introduire un peu, en fait, tu viens nous rencontrer en tant que travailleuse chez Femmes autochtones Québec. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de c'est quoi ton rôle là-bas, c'est qui Maureen, c'est quoi ton background, parce que tu as fait un peu d'intervention. Donc, à qui on a droit aujourd'hui? On a droit à une femme, de un. Oui. Une femme Innu de la communauté de Pessamit sur la Côte-Nord. J'ai grandi là jusqu'à mes 17 ans pour aller étudier à Québec. J'ai fait de la technique d'intervention en délinquance. Ça a changé de nom apparemment parce que j'ai refait mon CV et c'est rendu criminologie au lieu de délinquance. OK. Pendant un moment, j'ai cru que mon diplôme n'existait plus. Ouais. J'ai une crainte. OK, mais finalement, c'est juste qu'ils ont changé de nom. J'ai gradué en 2015, puis j'ai travaillé en maison d'hébergement pour femmes autochtones dans la ville de Québec. Ça s'appelle Maison communautaire Mesnac. Ensuite, j'ai travaillé 4 ans au Centre d'amitié autochtone de Québec comme intervenante cours d'eau jeunesse. Ensuite, là, me voilà femme autochtone en tant que cours d'eau, soutien aux initiatives en violence conjugale et sexuelle. C'est quoi Femmes autochtones du Québec en gros comme organisation? Ça mange quoi en hiver? Ouais. Principalement, c'est un organisme, un EBNL, qui a été fondé en 1974. Donc, on fête bientôt nos 50 ans. Ouais. Ça s'en vient vite. Et on représente les femmes des Premières Nations du Québec, ainsi que les femmes qui vivent en milieu urbain. Parenthèse, pourquoi milieu urbain? C'est parce que depuis les stats, mais depuis plusieurs années, là, c'est pas nouveau qu'il y a beaucoup de femmes qui vont migrer dans les villes. Puis depuis 2021, selon Statistique Canada, c'est rendu 60% des gens, Premières Nations, qui vivent en milieu urbain. Ah ouais? Oui, puis c'est 40... Canada? Ou au Québec? Au Canada, OK. Québec, ça devrait être sensiblement similaire, j'ai l'impression. Oui, je me demandais justement si tu avais les stats, c'est intéressant. À trouver, c'est ça, ils sont vraiment durs à trouver, comme si c'est pas des sites internet fluidement faciles à chercher des informations précises. Ça, mais je pensais pas que c'était autant. Ah, mais moi non plus, j'ai fait de ça aussi, là, quand même, ouais. OK. Puis j'ai vu aussi sur votre site, tu sais, mettons que vous allez vous positionner puis prendre la parole quand il y a des actions ou des événements comme, mettons, ce qui est arrivé avec Joyce. Oui, mais c'est sûr qu'on va soutenir des causes comme ça. Bien sûr qu'on a... c'est comme avoir... c'est donner une voix aux femmes aussi, là. C'est exactement ça, là. Pour continuer avec l'organisation, c'est une association qui... Je vais juste aller lire les notes que j'ai. Donc, l'organisme va soutenir les efforts des femmes autochtones dans l'amélioration de vie par la promotion de la non-violence, de justice, d'égalité, des droits et de la santé. Donc, on soutient les femmes dans leur engagement au sein de leur communauté. Donc, c'est vaguement dit, mais en même temps, je pense que ça englobe très bien ce qu'on fait. Mm-hmm. Puis, vous êtes bilingue, j'imagine, la plupart. Oui, étant donné vu que l'établissement est à Kahnawake, on est bilingue pour cette raison-là, mais la seconde raison aussi, c'est parce que, encore là, il n'y a pas de stats, là, c'est encore une hypothèse non fondée, là, mais selon une collègue avec qui je travaille, avec la C3SPNQL, tu sais quoi? Non. La C3SPNQL, c'est la Commission de la santé et services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. OK. C'est un peu comme un CIUS, mais pour les communautés autochtones. Donc, eux, ils travaillent vraiment à l'échelle aussi de la province. Là. OK. Mais on travaille beaucoup avec eux pour plusieurs raisons. Là, parce que, au niveau de la services sociaux, il y a beaucoup de projets en non-violence qui se font aussi de leur côté. Donc, une des femmes là-bas qui travaille qui m'a dit que... selon elle, selon sa perception, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de source exacte, là, ce serait 50% francophone, 50% anglophone pour les Premières Nations du Québec. Du Québec. Oui, okay. Du Québec. Ah, OK. Quand même. Fait que c'est d'où l'importance de pourquoi on est bilingue.
Ouais, puis ça englobe en fait aussi les Inuits. Puis... Oui, exactement. Parce que, tu sais, dans le Nord, c'est quasiment juste anglophone. Oui, les cris Inuits sont majoritairement anglophones. Mohawk aussi sont très Mohawk et aussi les Mi'kmaq. Ouais, on dirait que je suis pas si surprise que ça. Non, c'est ça. Moi non plus, là, mais tu sais, c'est quand même important comme de tu sais, même moi, de me le rappeler comme, c'est vrai. Ouais. Il y a aussi des anglos comme... Oui, ben quand on vient, exemple, moi je viens de Nicolet, ben tu sais, les deux communautés à côté, c'est francophone et Wilnak. Tu sais, c'est sûr que c'est francophone. Mais c'est vrai que quand on va plus dans le Nord, ben c'est ça, c'est plus anglo. Mais OK, fait que vous êtes un organisme vraiment pour les femmes autochtones. Puis même le fait que tu aies nommé que il y a des maisons d'hébergement pour femmes autochtones, je savais même pas. J'ai rien amené. Non, je pense que j'ai aussi des outils dans mon auto. Un des outils qui date un peu, mais reste qu'il y a une carte avec toutes les maisons d'hébergement autochtones dans la province. Okay. Il y en aurait 15 si je me trompe pas. OK, ben oui, ça serait intéressant de voir ça se situe. OK. Oui, oui. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je t'ai contactée parce que je voulais qu'on parle un peu, oui, c'est sûr, des violences sexuelles dans le contexte des peuples autochtones, mais aussi, je pense, en discutant avec toi, j'ai remarqué qu'il y avait aussi des enjeux juste en lien avec la sexualité en général. Tu sais, un tabou entourant la sexualité, puis on s'entend, c'est un tabou qui n'est pas juste dans les communautés autochtones. C'est très québécois, là. Oui, tout à fait. Mais voilà, fait que j'ai plusieurs questions pour toi aujourd'hui. Déjà, j'aimerais savoir, puis je pense pas que n'importe qui va tomber en bas de sa chaise, là, mais ça se peut que pas tout le monde soit au courant. Malheureusement, les statistiques montrent que les femmes autochtones sont plus susceptibles de vivre des violences sexuelles, tout comme sont plus susceptibles de vivre des violences conjugales, de vivre du racisme systémique, tout. Bon, fait que font partie des femmes qui sont plus vulnérables, qui vivent des intersections d'oppression. J'aimerais savoir, en gros, je sais qu'il n'y a pas une raison, là, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes autochtones sont plus susceptibles d'être victimes d'agressions à caractère sexuel? Il y a plusieurs raisons. Là. Ouais. À chaque fois que j'aborde ce sujet en général, il y a une de mes collègues à femmes autochtones qui avait fait une belle analogie. Là. Plus qu'on investigue davantage, exemple, que ce soit violence familiale ou conjugale ou sexuelle, on voit un arbre, l'être humain, mais quand on recule ou bien quand on creuse, on voit qu'il y a des racines, puis tout se complexifie, on fait des liens partout. Donc, c'est quelque chose d'assez élaboré aussi d'aller faire justement, mettons, t'as une femme autochtone qui a été victime d'agression sexuelle. Donc, c'est d'aller comprendre tout aussi comme la complexité de sa vie aussi en général, puis aussi dans quel milieu qu'elle a grandi. Donc, c'est pas... malheureusement, ce qui est perpétué dans les médias, c'est... Ça peut parfois aussi refléter la réalité en quelque sorte. Quand on parle des traumas intergénérationnels, par exemple, qui est souvent, mentionné ces temps-ci, mais je pense pas que les gens réalisent que c'est un trauma quand même relativement très récent. Dans un contexte où j'ai déjà entendu par le passé, je me suis déjà fait dire moi personnellement, « Hey, revenez-en. » C'est dans le passé. J'ai fait « Wow. C'est pas si... » Le passé, il est pas si passé. Je sais pas si je il est pas si éloigné. Le dernier pensionnat qui a fermé, je pense, il faudrait vraiment que mais je sais qu'au Canada, je pense que c'est 96. C'est ça, les gens sont encore vivants, là. Ben, mon grand-père est allé au pensionnat. Donc, je fais partie, justement, comme je suis vraiment consciente davantage du trauma intergénérationnel. Là. C'est quelque chose qui est... plus jeune, je ne le réalisais pas en tant que tel, mais c'est vraiment comme en sortant de la communauté. Puis, bien sûr, j'ai fait des études en intervention. Puis, j'ai travaillé auprès des femmes, justement, en maison d'hébergement. J'ai travaillé auprès des jeunes. Beaucoup au centre d'amitié. J'avais le cours de jeunesse, donc j'avais les jeunes ados. Puis, ça me fait réaliser que c'est encore présent. Là. J'ai fait beaucoup de prises de conscience dans le cadre de mon domaine. Puis, je réalise énormément de choses. Puis, j'ai appris énormément depuis que j'étais femme autochtone du Québec aussi. Donc, c'est un amalgame de facteurs, malheureusement, qui rentrent en corrélation. Là, si on parle, exemple, comme je pense que c'est... quand je pense, exemple, consommation d'alcool et de drogue, que malheureusement, c'est une part de réalité là, qui est présente dans la communauté. On parle aussi des gens qui ne sont pas, comme souvent, sont très ou pas scolarisés.
J'ai parlé aussi de l'éloignement des communautés. Il y en a que c'est pas facile. Justement, moi, pour aller étudier, j'ai dû quitter ma communauté. J'ai pas le choix parce que j'ai pas d'autre option. Donc, c'est plusieurs facteurs que... J'irai pas les nommer toutes, mais je sais que les gens de quels facteurs que je parle. J'irai pas non plus retaper sur ce que les médias perpétuent en ce moment, là, sur ce que c'est quoi un autochtone, là. Mais je te dirais que c'est très complexe, puis... comme tout part malheureusement du trauma intergénérationnel, puis des effets encore ressentis du pensionnat. Si on part juste de la base de l'attachement, on l'a vu en psychologie, là, comme si t'as pas d'attachement qui a été fait, exemple, je prends mon grand-père encore une fois, il a grandi dans un endroit où c'est des frères et sœurs dans un cadre religieux, et il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu de câlin, il n'y a pas eu des je t'aime, il n'y a pas... il a grandi dans un endroit où c'était très réglementé. Souvent, malheureusement, c'était des endroits aussi sous-financés, donc la nourriture, bof, beaucoup de maladies. Il y avait aussi l'électricité. C'était pas souvent, comme je te dis, comme c'était pas un endroit où c'était pas agréable à vivre. C'est surtout pour un jeune enfant, loin de ses parents. Puis quand tu reviens en communauté, souvent, ce qui est arrivé, pas avec mon grand-père, mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu reviens, c'est que tu parles même pas la langue de tes parents. Tu vas parler français ou anglais. Oui, puis même, j'imagine, des fois, il doit y avoir même un clash d'idées, là, parce que, tu t'es fait quand même enseigner des choses, pendant que t'étais là-bas, là. Fait que t'arrives, puis là, ta réalité est plus la même, mettons. Exact. Puis, je vais prendre encore mon grand-père comme exemple. Moi, les je t'aime, j'avais pas eu ça. Puis, plus jeune, j'écoutais la télé comme tout le monde. Puis, j'ai regardé des films. Puis, je réalisais que il y avait des familles aimantes dans les films. Ils disaient des je t'aime, des câlins. Mais mon grand-père le faisait pas. Mais je ne lui en voulais pas. Mais reste que je comprenais pas. Puis ça a pris plusieurs années avant que j'ai un premier câlin. Là. Je pense que c'est 4 ans avant qu'il décède là, que j'ai un premier câlin. Là. Puis je me rappelle, là, quand j'ai eu un premier câlin de sa part, mon père vit en face. J'ai traversé la rue, mon père a fait « Qu'est-ce qui se passe? T'as de l'air, t'as-tu vu quelque chose? Comme, t'as de l'air traumatisé. » J'ai fait « Grand-papa m'a donné un câlin. » J'ai dit « OK, mais c'était... » Mais j'étais contente par la suite, mais c'était vraiment un choc pour moi de recevoir un câlin de sa part à lui spécifiquement. OK, il a attendu, j'ai attendu, lui, quand il est décédé, il avait 69 à peu près, comme 60 ans, là, ça a pris plusieurs années pour lui, justement. Mais je savais qu'il nous aimait quand même. Mange, rentre pas trop tard, fais attention à toi. C'est des façons à lui de dire qu'il nous aimait, là. C'était quelque chose qu'il disait constamment, mais comme indirectement, là. Fait que vous étiez vraiment proche, dans le fond, de ton grand-père. Oui. Mais comme tu dis, vous habitiez en face. Est-ce que toi, c'était-tu une... Je connais pas la communauté. C'était-tu tout petit, là-bas? Ben, c'est-tu tout petit? 3000 habitants, à peu près. OK. Mais tu sais, tout le monde se connaît, j'imagine. OK, oui, quand même. Fait que c'est un amalgame de raisons. Oui, puis... mais c'est ça. C'est comme je te dis, en lien avec la base là, de l'attachement quand tu l'as pas. Mais malheureusement, il y a des familles que ça l'a mené plus à des familles dysfonctionnelles, là, justement, parce que ça a été un peu plus difficile au niveau de l'attachement, au niveau de créer des relations saines, autant au niveau familial que entre partenaires intimes. Donc, c'est mieux vraiment jouer aussi beaucoup dans l'estime de soi. Puis, autant qu'on vivait des types de violences à l'interne dans la communauté, il y a aussi des violences externes. Ben, c'est ça. De racisme systémique. Il y a beaucoup de gens, dont moi-même, qui ont vécu beaucoup de racisme internalisé. Exemple. Je me rappelle que ma mère m'avait raconté que elle voulait que j'aie le nom de mon arrière-grand-mère, qui est un nom en Innu. Mon père ne voulait pas, apparemment. Okay. Parce qu'il voulait pas qu'on voit que sur papier, j'étais autochtone. Donc, quand ma mère m'a dit ça, puis mon père m'a toujours dit comme, pas agi, mais comme, pas agi en conséquence, mais comporte-toi bien. Tu sais, mais pas, tu sais, fonds-toi dans la masse, comme. Fait que j'ai même, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, comment ça t'as pas d'accent quand tu parles français? J'ai travaillé fort. Il fallait que je fonde dans la masse. Et, c'est ce que j'entends dans les médias, exemple, ce que j'entends, c'est ils sont tous alcooliques, consommation de drogue, payent pas de taxes, ils sont fainéants, ils sont toujours en retard. Bon, c'est des choses que j'ai intégrées.
Puis pareil au niveau, tu sais, des femmes, au niveau des agressions sexuelles, tu sais, on se sent souillé, on a honte. Mais sensiblement, je pense que c'est la même chose au niveau du racisme internalisé, c'est que justement, il n'y a pas une honte, mais on se sent pas comme... Moi, je me suis jamais sentie au sein de la société, acceptée au sein de la société. Pas acceptée, mais j'avais de la misère à me conceptualiser dans un cadre sociétal. Voilà. Ouais. Puis c'est quelque chose justement qui a comme changé avec le temps. Oui. Tu sais, par rapport à juste ta provision de la culture quand t'as 10 ans, de quand t'en as 25-30, c'est différent, là, j'imagine? Très différent, mais ce que je trouvais beau avec les plus jeunes, vu que je travaille avec les jeunes ados, c'est que je les trouvais fiers, ils étaient fiers et comme le... Puis tu sais, par rapport aussi à leur sexualité, on pourra en revenir, mais moi, plus jeune, là, c'était un peu aussi tabou, là, les homosexuels, les lesbiennes, on n'en parlait pas beaucoup. Mais là, les jeunes, ils se présentent, salut, moi, c'est Sarah, j'ai 14 ans, je suis bisexuelle. Je suis comme, oh, wow! Oh, moi, je viens de telle communauté. Super! C'est comme ça que tu te présentes, j'aime ça, alors que moi, c'est plus caché. Puis même que, tu sais, le 2S, là, dans LGBTQ+, ça vient beaucoup de la culture autochtone, là. Oui, c'est 2S, c'est deux esprits. Two Spirit en, français, en anglais. Deux esprits, Two Spirit en anglais, ou on dit aussi bi-spiritualité. Ouais. C'est un concept qui est de plus en plus connu. Moi, par exemple, je pourrais pas trop m'avancer là-dessus, mais reste qu'on a un corps d'eau aussi qui s'occupe que de ce dossier-là. Parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de violence envers cette côté-là, là, très marginalisé. Là. Reste que... moi, c'est quoi ce que je... Ah oui, bébé spirituel, c'est... autant que ça peut être un genre, une identité, c'est avoir un esprit homme et un esprit femme dans un seul corps. C'est ce que je peux comprendre. Mais tu sais, je trouve... Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent même pas que ça vient de la culture autochtone, là. Puis, tu sais, maintenant, c'est... Ben, dans la nouvelle appellation, là, de LGBTQ, ça fait partie, là, le 2S, là. Oui, mais j'ai entendu dire quelque part, là, faudrait que vérifier encore là nos sources, mais j'ai entendu dire que c'est seulement les Autochtones qui peuvent dire que je suis bisexuelle. Oui, ben c'est ça, ouais. Mais, ouais, c'est ça. C'est des gros débats, là. Mais c'est juste que ça me fait penser que c'est ça, de plus en plus, je trouve ça... Il y a comme pas de la crédibilité, mais... C'est comme il y a place à... Je le vois aussi, c'est ça, comme tu dis, chez les jeunes, que de plus en plus, ils se réapproprient ça, là. Oui. Puis je parle souvent de mon meilleur ami parce que je suis vraiment... je l'aime d'amour. Puis lui, c'est un Inuit, justement, qui a grandi à Nicolette. Puis je sais que ça ne dérange pas que j'en parle, là. Il est au courant. Oui, c'est ça. Il y a consentement. Il y a consentement. Puis lui, ben pour garder, dans le fond, comme son statut, il devait aller terminer son secondaire dans le Nord. Fait qu'il est retourné dans le Nord, puis il est jamais revenu. Parce que finalement, ça a juste complètement reconnecté avec qui il était. Puis je trouve ça tellement le fun. Puis, tu sais, même toi, ton processus par rapport à ce que tu dis, certaines pensées que tu avais intégrées, que la société occidentale comme mettait dans les médias, puis tout ça, ben selon aussi, tu sais, où t'es rendu dans ta vie, puis à un moment donné, t'as pu sûrement déconstruire tout ça, là. Mais tu sais, selon la maturité que t'as, ben j'imagine qu'à un certain point, c'est comme t'es submergé d'infos, puis ça doit être mélangeant, tout ça, de comme... Je suis cette personne-là, j'ai cette culture-là, mais pourquoi je vois autant de... Pourquoi c'est autant comme dégradant dans les médias puis dans les commentaires que les gens... Ouais, où est-ce que je vais encore aujourd'hui, très présent, là, je reçois encore des commentaires par rapport à mes origines. C'est sûr qu'à Montréal, je parais très mexicaine, là, mais ça, je suis consciente de mon allure. Mais, tu sais... Juste récemment, je suis allée dans une boutique, j'ai parlé à un monsieur, puis il me demande d'où est-ce que je viens, quelles sont mes origines. Je suis ok, ben c'est bien, mais je vais dire, je suis autochtone, puis il était vraiment étonné. Puis le commentaire que j'ai eu par rapport à ça, c'est qu'il me dit, t'as de l'air bien, t'es pas dans la rue. Je fais, oui, je travaille comme la plupart des gens, là, je travaille là, quand même. On dirait que c'est un commentaire... Qui se veut bienveillant, mais comme un compliment, comme on dit. Exactement, on dirait un compliment caché. Ouais. Je suis comme, ouais, ok, merci. J'imagine merci, mais c'est pas merci. Non, c'est ça. Je suis un peu fruit en dedans, là. C'est ça. Comme, ok. Ouais. C'est ça, fait que c'est... Non, mais c'est ça, c'est des micro-agressions, je pense qu'ils appellent maintenant. Ouais. Je sais pas ça, ouais. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est l'année passée, oui. Ben oui, j'en doute pas, là. C'est beaucoup de gens qui en vivent encore aujourd'hui, là. Puis même à Montréal, tu sais, on peut penser que c'est un peu plus ouvert, là, puis inversement, non, malheureusement, c'est justement l'image qui est répandue en ce moment, encore aujourd'hui, très
présente, très forte, je te dirais, des Autochtones. Souvent, c'est ça. C'est ce qu'on entend depuis 10 ans, 15 ans. D'autant plus avec la crise d'Oka dans les années 90, là, 91, je crois. C'est ça, ça a perduré l'image des Québécois comme... Ouais. Puis j'ai l'impression, surtout selon certaines générations, il doit y avoir des croyances différentes, tu sais, selon ce qu'eux ont vécu, mettons, comme événement, là. Les jeunes de mon âge, là, je suis sûre qu'il y en a plein qui ne connaissent pas la crise d'Oka, mettons, là. Ça dépend de quel âge? Ben, j'ai 25, OK. Puis honnêtement, c'était passé assez rapidement, là, au secondaire, là. Mais dans les livres d'histoire, il n'y a rien. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas grand-chose sur les C'est Autochtones. ça. C'est Algonquin, Iroquois, Inuit, chasseurs-cueilleurs. Et voilà, on passe à l'autre chapitre. Si je l'avais pas vu à l'université, mettons, puis tu regardes pas les médias, ben, t'as aucune connaissance de tout ça, là. Mais c'est ça, comme, c'est pas non plus... c'est les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est pas par mauvaise intention, c'est qu'ils ne le savent juste pas. Puis souvent, j'incite les gens à faire leur propre recherche, là. Des fois, c'est sûr que ça peut être... comment je peux dire, un gros pas à faire parce qu'il y a tellement de choses à... Ouais, par où je commence. Là. Exactement. Souvent, c'est ce que je me fais dire parce que je donne aussi des formations aux organismes allochtones, donc AVAC, CALAX aussi, IVAC. Donc, tu sais, souvent, ils me disent, je sais pas par où commencer, il y a trop de choses. Je dis, effectivement, vous avez raison. Mais, mais si tu commences pas... Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de choses à investiguer. Là. Puis, tu sais, souvent, je donne des formations, mettons, une journée, une demi-journée, puis je leur dis, on pourra pas passer au travers. Là. Il y a des cours à l'université qui se donnent pour ça, tu sais. C'est un gros défi. Ouais. Mais même, c'est rendu obligatoire. J'allais à l'université à Ottawa, là, puis c'est rendu dans un des cours de base, le cours de PEP autochtone. Là. C'est intéressant, mais je sais pas s'ils le font au Québec, par exemple. Ouais, c'est ça. On va le donner à Ottawa pour ça, là, mais... On a souvent les provinces anglophones sont plus pas avancées, mais... Mais surtout Ottawa, tu sais, c'est la capitale. Ils ont intérêt à, comme, montrer une bonne foi, puis... C'est quand je suis allée en Alberta, il y a quelques années, en 2018, je crois, il y avait une des nations là-bas autochtones qui travaillait sur un livre d'histoire qu'ils allaient eux-mêmes distribuer dans les écoles partout. Avec une vision à eux, c'est ça. C'est eux qui faisaient leur propre... Au Québec, on verra pas ça, là, en tout cas. Pas encore, mais j'aimerais ça. Honnêtement, c'est drôle que tu parles de ça parce que tantôt, je parlais de ça avec une collègue, puis on se disait juste déjà, mettons un même conflit, exemple le conflit israélo-palestinien, ben moi je l'ai vu dans mon bac, mettons à Ottawa, d'une certaine vision, puis j'ai fait une session en France, puis on l'a vu dans un de mes cours, mais d'une vision complètement différente. Fait que, tu sais, dépendamment de t'es où dans le monde, puis de... L'institution aussi dans laquelle tu vas. Exact. Puis même le professeur, comment que lui, il perçoit ça. Ouais. Tu sais, on peut, entre son enseignement, on peut comprendre peut-être des teintés de jugement, c'est pas toujours neutre. Ben, j'aurais aimé ça, vu que tu m'en avais donné, là, étant donné que on a parlé du fait qu'ils sont plus vulnérables. Puis en violence sexuelle, on le nomme souvent, mettons que ce soit les femmes autochtones, les femmes issues de la communauté LGBTQ+, des femmes racisées, femmes immigrantes, tout ça, sont plus à risque de vivre des violences sexuelles. Tu m'as envoyé des statistiques, là. En fait, chez les femmes autochtones, les femmes sont plus de 3 fois supérieures d'être victimes d'agressions sexuelles que chez les femmes non autochtones. Puis même, j'ai vu dans le fond sur une autre statistique là, que j'ai vue de Statistique Canada 2021, là, fait que c'est très récent, ça disait que c'était 6 femmes autochtones sur 10. Oui, je l'ai ici devant moi. Ben, c'est ça qui nommait avoir vécu, c'est plus que 1 sur 2, là. Non, c'est ça, c'est plus que la moitié. Là, on a parlé des raisons. J'aimerais ça savoir, mettons, qu'est-ce qui fait que... Parce qu'il y a un contexte familial où il va y avoir, exemple, de l'inceste ou des agressions sexuelles plus au sein de la famille. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les femmes autochtones seraient plus vulnérables à vivre des agressions à caractère sexuel, mettons, dans un milieu urbain, que ça soit justement par rapport à l'exploitation sexuelle, ou qu'est-ce qui fait, exemple, que les Blancs vont s'en prendre aux femmes autochtones? Ben, je pense qu'on sait la réponse rapide, là. Mais tu sais, si je reprends cet exemple à ce qui était arrivé à Val-d'Or ou à des exemples comme ça, qu'est-ce qui fait que leur position est plus vulnérable, mettons, aux femmes blanches de la même ville, là, tu sais? Oui, je comprends. Mais j'aimerais revenir rapidement sur l'inceste que tu as mentionné, du pourquoi, là. Peut-être que les gens le savent pas, pourquoi il y a beaucoup d'inceste, malheureusement, dans les communautés. Encore une fois, si on remonte dans les pensionnats, il y a eu beaucoup de sévisme, justement, à caractère sexuel qui a été perpétré au sein des jeunes qui fréquentaient ces institutions-là. Puis souvent, il y a tu es au courant, là, comme au niveau, encore une fois, statistique, les agresseurs à caractère sexuel ont souvent été agressés par le passé eux-mêmes.
Donc, et voilà, fait que ça fait écho justement aussi en pensionnat, puis justement, c'est tout ce qu'ils ont appris. Donc, ils vont malheureusement le perpétuer au sein de la famille, des trucs comme ça. Je pense que c'est... Il y a des gens qui voient ça comme une épidémie, là, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ont... Puis même après les pensionnats, il y a eu ce qu'on appelait au Québec les écoles de jour. C'est quoi? Plus ou moins. Ouais. C'est, encore une fois, c'est des institutions encore religieuses, mais encore, techniquement, c'est l'école. Okay. Mais c'est les frères et les sœurs qui enseignaient. Comme les pensionnats, en fait, mais ils pouvaient retourner à la maison après. Exactement, c'est ça que je dis. Et je dis exactement ça, parce que mes parents sont allés. Mais est-ce qu'ils retournaient en communauté après? Non, il y avait l'école dans la maison. Dans la communauté. Ah, OK. Et qui retournaient vraiment comme il y allait à l'école. Fait que les religieux allaient dans les communautés. Ils vivaient dans un presbytère, je pense, comme à côté de l'église, en tout cas. Reste que c'est des services qui ont continué aussi au niveau de l'âge de mes parents, la génération de mes parents. Ben c'est ça, comme ça fait pas 20 générations, là. Non. Puis tu sais, pour une guérison complète, ça disait quoi, 7 générations ou je sais pas trop quoi. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais j'ai jamais trouvé la source parce que justement, on a eu la discussion avec ma directrice, là, comme apparemment c'est 7 générations qu'il faut qu'on complètement comme guérir une communauté ou une collectivité. Puis j'ai dit, moi aussi je l'ai entendu, mais on sait pas où est-ce qu'on l'a entendu, mais il reste que c'est quelque chose qui... Ben je te crois, là. Honnêtement, c'est extrêmement fort. Puis même, mettons, dans une échelle, tu sais, plus... Mettons qu'on parle chez les allochtones, juste, mettons, un trauma mettons, d'alcoolisme dans la famille, là. Souvent, on le voit dans plusieurs générations, là. C'est vrai, c'est ressenti. Hein, oui, vraiment. Donc, pour revenir à la deuxième question, à l'autre partie de question que tu m'avais posée, c'est que pour ce qui est des femmes autochtones qui vivent en ville, c'est bien ça, comme pourquoi eux sont aussi... Mais c'est aussi des femmes vulnérables, hein, en général. Malheureusement, c'est des femmes qui ont quitté la communauté pour des meilleures conditions de vie. Puis ils se rendent compte qu'en ville, je sais c'est quoi, ils travaillent en milieu urbain. Fait qu'en ville, c'est beaucoup plus difficile de... Tu sais, tout est cher, les déplacements sont pas évidents. Puis encore une fois, il y a la problématique de l'alcool ou bien malheureusement, il y a peut-être aussi un conjoint violent aussi en arrière ou peu importe. Puis c'est des communautés qui sont quand même tissées serrées. Il y a quand même des délogements pour autochtones qui sont présents dans certaines villes. Donc, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais c'est ce que j'entends de la population, là, qui disent qu'il y a comme des ghettos qui se forment là, dans les milieux urbains, là, justement dû à ces logements subventionnés pour autochtones. Là. OK. Ouais. Mais ça a-tu de quoi de positif aussi? Oui, mais ça fait-tu que les gens, justement, peuvent... Ça fait très communauté, là. Ouais, comme, mettons, le quartier chinois, là, dans ma tête. Ben oui, mais tu sais, je pense que c'est humain aussi d'aller comme... on gravite auprès des gens qui nous ressemblent, là. C'est juste humain en soi, puis je peux comprendre. Mais pour en venir aux femmes, justement... autochtones aussi, en lien avec l'exploitation sexuelle, c'est que ce sont des femmes très fétichisées. La fétichisation des femmes autochtones en général, là, quand on parle de Pocahontas, c'est souvent une histoire qui est mentionnée parce que elle a été en quelque sorte victime d'une forme d'exploitation. Là. Elle a été achetée, elle a déménagé en Europe, puis c'est pas une belle histoire en bout de ligne, là, en vrai, quand on commence à investiguer là-dessus. Puis en termes d'exploitation sexuelle, c'est quand même 50% des femmes qui sont autochtones. C'est des femmes qui sont... Mettons au Québec? Je pense que c'est au Québec, je pense au Canada. OK. Puis est-ce que ça commence jeune? Plus jeune chez les femmes autochtones. Ça peut commencer jusqu'à 12 ans en moyenne. Le recrutement, là. Oui. Puis, y a-tu des lieux... Parce que je sais qu'il y a des organismes, mettons, là, pour les femmes... victimes. Là, quand on parle d'exploitation sexuelle, juste pour que ce soit clair, on parle de femmes, en fait, qui sont exploitées pour des services sexuels. Exactement. Fait que juste pour... On rentrera pas dans le travail du sexe et tout ça, là, mais ça, mettons, on parle d'exploitation sexuelle, donc... où les femmes, il n'y a pas de consentement nécessairement éclairé ou quoi que ce soit, ou c'est fait... très douteux. ou pour des raisons d'achat de drogue, mettons. Oui, je pense que, justement, le pimp parenthèse comme quote unquote, c'est quoi en français les pas des parenthèses, des guillemets entre guillemets, son pimp à ses yeux à elle, c'est son conjoint. Ouais. C'est ça. Fait que ça tu sais, les femmes qui souvent quand ils sont dans un contexte d'exploitation sexuelle,
ils ne se rendent même pas compte que c'est l'exploitation sexuelle. C'est vraiment en sortant qu'elles réalisent que ça l'était et que leur conjoint n'était pas vraiment un bon conjoint en quelque sorte. Ouais. En tout cas, c'est parce que je pourrais tout le temps aller plus loin dans mes questions. Puis je sais pas si tu es à l'aise, mais mettons qu'on parle à Montréal, est-ce que, tu sais, on parle d'itinérance, on parle d'exploitation sexuelle, est-ce que les femmes ils ont de la difficulté à se trouver des emplois? Puis tu sais, encore là, j'ai l'impression, mettons, là, on voit tout le temps des emplois gouvernementaux qui vont prioriser les... Mais ça veut pas dire que les gens autochtones ont le goût d'aller travailler là, tu sais. C'est pas parce que t'es engagé sur le coup que tes conditions respectent, qu'une fois là-bas, tu sais, tu te sens à ta place puis que les conditions sont adaptées à ton mode de vie puis à... Tu sais, dans le sens qu'on... Il y en a qui pourraient dire, ben il y en a de la job pour eux, puis tu sais, les personnes autochtones sont tout le temps engagées parce que, tu sais, souvent on peut cocher, là, quand on postule. Mais même à l'école aussi, à l'université, il y a des... Dans certains programmes, il y a des places pour autochtones, là, comme en travail social puis en médecine. Oui. Ouais. Ben même dans la police. Oui, dans la police aussi. Mais à Nicolas, ils ont le programme autochtone, là. Ouais. Je connais. Mais c'est pas évident, quand même. Il y a... la population autochtone, je pense qu'au Canada, c'est 8%. C'est ça qui est fou, puis... Ouais. Puis malheureusement, on est aussi surreprésenté partout, là, autant au niveau judiciaire, là, au niveau des pénitenciers, prisons. On est aussi au niveau de la protection de la jeunesse. Les stats sont très hautes, je pense que c'est 50% aussi, là. C'est pas des statistiques très agréables à entendre dans le quotidien, mais elles sont là, puis elles prouvent justement dans quelle position on est actuellement. Mais comme je te l'ai dit tantôt avant qu'on débute, il y a quand même de belles initiatives, il y a des... on voit qu'il y a un beau mouvement actuel qui porteur d'espoir, là, justement en ce moment en termes des populations autochtones. Il y a tellement de belles choses qui se font en ce moment, mais pour ce qui est des emplois en ce moment actuels, c'est pas évident de faire le saut parce qu'il y a la barrière de la langue, de un, et de deux, c'est aussi comme je te l'ai mentionné, des fois c'était difficile de me sentir à ma place, de un. Imagine juste en sortant de la communauté, c'est déjà un choc, puis c'est de s'adapter à la ville. C'est aussi de s'adapter à un milieu de travail qui vient un peu faire un clash dans nos valeurs. La société est très performante, il faut aller vite, alors qu'au contraire, en communauté, c'était... Même en région, dans les petites villes, là, c'est pas la même chose. Il y a comme cette notion-là de... On prend le temps, puis... Il n'y a pas de trafic, il y a comme... moi, c'est encore un choc que je vis. Là. J'ai quand même déménagé à Montréal récemment, puis c'est encore de l'adaptation. Là. Ben oui, je comprends. Là. Je sais pas comment je fais personnellement pour être à Montréal encore à ce jour. Mais reste que c'est un choc. Tu sais, il y a beaucoup... Il faut... Comment je pourrais dire ça? Il en faut, oui, mais à un moment donné, on est quand même juste 8% de la population. Là. Ouais, c'est ça. Faut pas trop nous en demander. Là. Non, puis... Mais je trouve que, comme tu dis, c'est pour ça que c'est le fun qu'il y ait des belles choses qui se fassent. Tu sais, plus en lien avec vos réalités, comme... ça rentrait sur le sujet, mais même si je préfère un balado juste là-dessus, là, mais tu sais, en protection de la jeunesse, c'est ça, j'ai su qu'à Obidjouan, exemple, maintenant, ils ont leur propre... La loi C-92. Ouais, mais ça, c'est fou, là. Tu sais, fait que maintenant, dans le fond, juste pour dire rapidement, c'est quoi? C'est comme qu'ils ont leur propre DPJ, dans le fond. Fait que, tu sais... Après, c'est beaucoup plus adapté à leur réalité, juste la façon de gérer les conflits familiaux. Oui, ou juste de rapatrier les jeunes, parce qu'habituellement, exemple, on est quoi à côté? Exemple, à Joliette, là, puis c'est à Joliette, là, dans le coin des Atikamekw, il me semble? Oui, genre Haute-Mauricie, là. Mais rapidement, là, avec la loi C-92, parce que ma mère est travailleuse sociale aussi dans la communauté, puis elle l'utilise, malgré que ce n'est pas encore été officiel, elle reste qu'elle l'utilise quand même dans la communauté. Puis elle, ce qu'elle m'avait dit, exemple, il y a une femme de la communauté qui donne naissance à Québec. Au lieu que l'enfant soit placé en famille d'accueil alloctone dans la ville de Québec, l'enfant va être rapatrié chez une tante, une cousine, dans la communauté. Ouais. Pour pas justement que l'enfant soit un peu, entre guillemets, perdu. On sait plus il est où ou quoi que ce soit, là, mais que l'enfant soit aussi bien dans ce contexte familial aussi, là, que ce soit pas des inconnus, puis qui connaissent pas la culture nécessairement. Ouais. Donc, il y a cet enjeu-là aussi qui est vraiment pertinent en ce moment aussi. Là, il y a beaucoup de la notion de l'enfance et des adultes de demain. Là, fait que, c'est ça. Que nous, l'identité est très importante partout, là, l'être humain en soi. Donc, le fait d'être proche de sa culture et des siens,
Moi, je pense que ça va donner vraiment de belles choses dans l'avenir. Oui, mais c'est pour ça que je serais intéressée de voir, mettons, dans 4 générations. En tout cas, on sera peut-être plus là, mais on sera peut-être là de notre façon. C'est ça. Mais quand c'est plus vieille, là, on peut voir des choses, et tellement de belles choses. Ouais. Tantôt, tu as parlé brièvement par rapport à la sexualité dans les communautés. Ben, c'est ça. J'aimerais t'entendre là-dessus. Je sais que tu vas des fois parler justement dans le bac de sexologie à l'UQAM. Fait que ça ressemble à quoi la réalité, la sexualité en général dans les communautés? Est-ce qu'il y a une éducation sexuelle? Est-ce qu'il y a place à parler de sexualité dans la famille? Comment ça se passe? Mais merci, parce que je voulais mentionner quelque chose avant d'entrer justement dans le sujet au début, là. C'est 11 nations dans la province de Québec, donc c'est 11 cultures différentes, 11 langues différentes. OK. Ça comprend le nom, là. Oui. Okay. Réparties en 55 communautés. Fait que moi, ce que je dis d'entrée de jeu habituellement, là je l'ai pas dit, là je le dis, c'est que ma collègue, mais moi je dis qu'ils ont chacune leur couleur, chaque communauté a leur propre couleur, mais ma collègue dit qu'elle voit comme ça des petits pays. Donc pour ce qui est de la sexualité, j'oserais pas non plus trop englober en général parce que chaque communauté est différente. Mais de manière générale, c'est mitigé dans le sens où que, oui, il y a des belles initiatives en ce moment qui se font en communauté, mais il y en a d'autres qui sont moins prêtes à parler de la sexualité. Dû justement au très haut taux d'agression sexuelle, d'inceste ou... en soi, l'agression sexuelle est un tabou. Donc, je pense que ça vient un peu refléter aussi l'aspect de la sexualité en général. Et encore aujourd'hui, il y a des communautés très religieuses, très croyantes, d'autres moins. C'est ça que je te dis, comme faut pas... Comme... Ouais. Tu parles pas au nom de tous les Autochtones du Québec, là. Mais c'est impossible, là. C'est impossible. Puis moi, je dis que ma job, c'est une ironie en soi, mon travail, là, d'englober tout le monde dans une formation, alors que c'est pas ça que je devrais faire. Mais y a-tu des facteurs qui fait que, mettons, il y a des communautés qui ont plus garder ce lien-là avec l'Église catholique, mettons, tu sais, en as-tu des facteurs démographiques, des places qui étaient plus près de... Il y a très peu de recherches, en vrai. Ben, c'est ça aussi. Il y a très peu de recherches, juste avec les... Tu sais, en termes de sexualité en général, les recherches qu'on a, c'est ITSS, agression sexuelle, puis même ITSS, ça date de 2008. Fait que c'est pas... c'est difficile d'aller comme un peu investiguer davantage, puis que moi, je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'entends. Vraiment, là, de tout ce que je dis aujourd'hui, c'est de ce que j'entends principalement dans mes déplacements de communauté, dans le contexte de mon travail. Donc oui, comme je l'ai mentionné, il y a des belles initiatives qui se font, mais il y a d'autres communautés justement qui sont très croyantes pour diverses raisons, là, autant géographiquement, ou bien il y a des gens qui s'en sont servis aussi pour guérir ou juste pour tenir le coup, tu sais, comme au niveau de leur résilience, ça peut être un outil autant que ça peut être mal perçu. Il y a des conflits familiales aussi qui sont issus justement par rapport à des croyances différentes. Parce qu'on a vu l'émergence des traditions, la culture, la spiritualité autochtone, c'est beau à voir, c'est merveilleux. Puis la religion est encore aussi présente, donc je te mentirais pas que des clashs au niveau de la famille, comme au niveau des croyances, tu crois ça, puis et comme c'est un peu difficilement accepté de vivre avec ces deux croyances-là différentes. Mais pour vrai, je sais pas pourquoi, est-ce que c'était éloigné ou parce que ça a pris du temps avant que l'Église vraiment, je sais pas, mais autant que l'Église a fait, oui, des mauvaises choses par le passé, autant que c'est aussi une forme qui aussi peut être utilisée comme une forme de guérison. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à ça. Ben, moi, la foi en général. Exactement, c'est ça. Et que je peux pas non plus dire que l'Église est comme faire une croix là-dessus, là. Mais non, l'Église a aussi été quand même, bien qu'elle a des défauts, je pense qu'elle a aussi elle a aussi quand même établi des bonnes bases au niveau justement à guérir ou à avoir justement la foi, de continuer à vivre, tu sais, comme... parce que ça n'a pas été facile pour les gens en général qui sont issus des Premières Nations, c'est pas facile. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi c'est très présent en général, je sais pas pourquoi, mais comme je te dis, les écoles de jour, c'est quand même récent. Tu sais, moi, je suis pas si vieille non plus, là. Moi, j'ai 28 ans, mais quand j'allais au primaire, on faisait la prière. Tu dis que j'avais 25, j'ai 26. T'as menti. Tu sais, quand tu te rappelles pas de ton âge, là. Ça commence bien parce que tu restes encore à peu près une soixantaine d'années. OK, mais oui, donc t'as 28, excuse-moi. J'ai 28 ans, c'est correct. Moi, des fois, j'oublie mon âge aussi. J'allais à l'école primaire dans la communauté, puis on faisait la prière.
Puis, c'était-tu juste cours de catéchèse, mettons? C'était inclus. OK, parce que nous, on avait le choix, exemple, en ville. Tu pouvais faire le cours de morale, exemple. Non, c'était inclus. J'ai tout fait, la première communion, confirmation. OK. Donc, je peux me marier au nom de l'église, là, je sais pas. Pas moi, tu vois. C'est ça. Moi, c'était inclus dans l'école. OK. Mais quelques années après que je sois partie, mettons, secondaire ou cégep, ça a été révoqué, puis c'est maintenant OK. externe. OK. Ouais. Puis même encore là, il y a encore la question du baptême, là, avec mes cousines qui ont des bébés. Ouais. Là, ça crée des petites flamèches qu'on se fait baptiser ou pas. Ouais. Donc, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Puis, je suis sûre qu'il y en a beaucoup de gens là, qui sont pas au courant que l'Église a encore une place, mettons, importante dans certaines communautés. Là. Je saute un peu du coq à l'âne, mais je voulais savoir... non, on est encore dans le même sujet, mais par rapport, tu sais, on parle de sexualité, du sujet de la sexualité, par rapport au dévoilement, que ce soit inceste ou que ce soit, mettons, l'agresseur et la victime sont dans la même communauté. Est-ce que tu as eu déjà vent là, de comment ça se passe? Est-ce que les femmes dévoilent leurs agressions? Est-ce que les femmes portent plainte, mettons, quand l'agresseur fait aussi partie de la communauté? De un, je vais aussi mentionner aussi qu'il y a une sous-dénonciation des agressions sexuelles en général. En général, oui. Si on prend l'exemple de l'inceste, la victime va se faire fortement recommander souvent de ne pas parler, de ne pas porter plainte, parce que l'oncle ou c'est le cousin, ça va briser l'unité familiale. Ouais. Ce que les gens veulent à tout prix éviter. D'autant plus qu'au niveau de la proximité aussi, si c'est, mettons, hors contexte de l'inceste, si on prend un autre cas, que ce soit un ami ou peu importe, là, il y aura l'aspect de la proximité. Exemple, c'est avalé au poste de police. Il y a des chances que le policier soit un cousin, un ami ou de l'auteur de l'agression. Ou c'est avalé aux services sociaux. Sensiblement, exemple, sa tante travaille aux services sociaux. Elle ne voudra pas partager ça avec sa tante, par exemple. C'est quelque chose comme justement qu'on entend souvent, c'est la honte, c'est gênant, tu ne peux pas en parler. Est-ce que ce que les gens vont te croire? C'est bien qu'on essaie de démystifier tout ça encore aujourd'hui. Là, on fait des efforts, mais reste que cette proximité-là peut autant être positive que négative, en vrai. Mais souvent, ce que j'entends, c'est les effets négatifs. Ben, surtout là-dedans, mettons. Oui. Tu sais. Puis, justement, là, je sais pas si... Ben, probablement, là, tu travailles là-dedans. Tu as sûrement entendu parler des projets de tribunaux spécialisés et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qui pourraient être adaptées exprès pour les réalités des femmes? Ben, des femmes et des... Ben oui, j'ai le goût de dire plus des femmes. On va y aller. On va se centrer sur les femmes. Pour les femmes autochtones, exemple, qui passeraient par des procédures judiciaires, qui décideraient de porter plainte, puis qu'il y aurait un procès, là. Est-ce que... On sait s'il y aurait des choses ou est-ce que toi, tu penses à des choses qui pourraient être adaptées? Mais je sais que pour les communautés du Grand Nord, avec les comment on appelle ça? En plus, je l'ai dit hier. Mais il y a des tribunaux qui se déplacent justement dans le coin du Grand Nord. Puis, où justement, inversement, il n'y a pas de tribunal existant dans une communauté X. Ils doivent justement se déplacer par avion. Donc, ce qui est un peu déplorable, c'est que souvent la victime et l'auteur de l'agression vont être dans le même avion. Avec le procureur, mettons. OK, ils se déplacent, mais pas dans le village. Non. Mettons, ils vont à la Kuujjuaq où ils vont. Il faut qu'ils quittent dans l'avion, puis ça va être tout le monde dans le même avion. Ah, mais c'est le tribunal qui se déplace ou c'est le... Mais justement, il y en a qui se déplacent, c'est des tribunaux qui se déplacent, mais d'autres non. Ah, OK. Il faut qu'ils quittent dans l'avion. OK. Et comme je te dis, souvent, la victime va être en même avion qu'avec l'auteur. Ou j'imagine que des fois, c'est ça, ils vont plus dans les grosses villes, mettons. Oui, parce que justement, c'est des gros dossiers. C'est ça. Ils ont besoin de mobiliser plus de gens. Oh my God, dans le même petit avion. Oui, c'est des petits avions. Merci de préciser, c'est pas un Boeing. Là. Non, c'est ça. C'est des petits avions. Mais tu me dirais même un avion qui va au Mexique, de savoir que t'es dans le même avion que ton agresseur. Tu sais, puis il n'y a aucune... je sais pas s'il y a des agents de sécurité, oui, mais est-ce que c'est pas agréable? Non, là, c'est justement, ça. t'as pas envie d'être dans le même endroit que ton agresseur, Ouais. point. D'où aussi, ce qui est le fun, qu'est-ce que tu peux témoigner à distance ou devant un écran, là, ça, c'est le fun. Mais reste que quand t'as pas le choix de te déplacer, c'est ça. Il faut plus de fonds, là, en général. Là, même les postes de police, il y a eu récemment un article qui est sorti là, au niveau des postes de police autochtones sous-financés. Là. OK. Fait ça s'en va en Cour suprême, je crois. OK. Oui, c'est un gros dossier. Là. Ouais, alors qu'on n'arrête pas de voir qui donne de l'argent aux polices.
Ouais, j'avais lu l'article, ben mon père est policier, mais j'avais lu l'article qui disait qu'il y avait des corps policiers qui avaient des gilets pare-balles périmés, qui patrouillaient tout seuls en communauté. Il y a pas de... ils ont comme un problème personnel. Là. Par curiosité, tu sais, ça doit être genre les postes que c'est pas des policiers blancs, là, j'imagine. Tu sais, ça doit être les postes de police où c'est plus des Autochtones. Ouais, souvent, c'est dans le sens... Mais il y a des policiers allochtones qui vont faire leur temps, entre guillemets. C'est une pensée qui est connue, là. Il y a des gens pour entrer à... C'est un courant qui est entendu. Et que j'ai entendu, il y a des gens qui veulent pour entrer dans la SQ, par exemple, ou aller faire, entre guillemets, du temps dans une communauté parce que c'est beau dans un CV. Mais qui repartent après. C'est ça. Donc, pour en revenir à ta question qui était c'est quoi? Quelle était ma question? On allait où, là? Oui, ben par rapport aux procédures judiciaires. Spécialisées. Actuellement, je vais être super transparente. Il essaye de cocher les recommandations, là, mais on attend encore du mouvement de leur part. OK. Puis on est quand même impliqués, quand même. OK. Femmes autochtones? Ah, OK, cool. Oui. Puis, sais-tu si, mettons, en communauté, il y a... Ben, peut-être pas direct... Ouais. En tout cas, bref. En communauté ou pour les femmes autochtones en général, est-ce qu'il existe soit des organismes de justice réparatrice ou des centres d'amitié qui font des... que ce soit pas de la médiation, mais d'autres types de justice pour certains crimes, dont, par exemple, les violences sexuelles. Tu sais, est-ce que... Dû qu'il y a une sous-dénonciation, comment font les victimes? Est-ce qu'il y a un autre passage, mettons? Est-ce qu'il y a d'autres options possibles? Effectivement, oui, ça existe. Mais encore là, je te mentirais. J'aurais de la misère à te dire où exactement, mais je sais qu'il y a certaines communautés qui ont justement leur propre forme de justice réparatrice. Là, mais pas spécifiquement, mettons, agression sexuelle. Je pense que la violence conjugale et l'agression sexuelle sont comme intimement liées, là, comme ils vont les mettre ensemble. Mais ce sera pas nommé. Ça va être spécifiquement pour ces problématiques-là. OK. Mais souvent, oui. Peut-être que non. Si c'est encore là, c'est 55 communautés. Là, je peux pas parler au nom de 55. Non, je comprends. Mais oui, effectivement, il y a des alternatives qui sont de plus en plus offertes. Justement, entre autres, ce sont des initiatives qui sont de plus en plus répandues. C'est connu. Je sais qu'il y a des centres d'amitié qui travaillent fort là-dessus aussi. Je sais pas lesquels spécifiquement. Mais c'est plusieurs sortes d'initiatives. Même les maisons d'hébergement aussi, en même temps, les maisons d'hébergement autochtones vont aussi travailler fort pour trouver des alternatives parce que justement, les femmes ne veulent pas nécessairement dénoncer, que ce soit en violence conjugale ou sexuelle. Dû aussi à l'image très forte de la victime parfaite et aussi de la crédibilité là, par rapport aux Autochtones en général. Là, c'est encore très malheureusement c'est un frein. Puis aussi de se faire comprendre, tu sais, comme je te l'ai dit, il y a des gens que français c'est pas la langue première ou anglais et d'aller dans ces genres de services-là ça va être un peu plus compliqué, puis il y a beaucoup de femmes qui vont malheureusement aussi frapper un mur parce que mais même les allochtones aussi, en général, là, c'est un long processus. Là. C'est de rouvrir la plaie à chaque fois quand tu vas au tribunal. C'est long, ça peut prendre plusieurs années. C'est de revoir ton agresseur. Fait il y a des femmes qui vont être correctes, puis ça va leur permettre de guérir, tant mieux, mais il y en a d'autres que ça ne marche juste pas. Non, c'est ça. C'est éprouvant émotionnellement d'aller plaider, d'aller justement témoigner à la cour. C'est éprouvant émotionnellement, surtout quand justement tu as été victime d'agression sexuelle. Puis c'est pas... Puis justement, il y a... Tu sais, je me fais souvent me poser la question, pourquoi ils sous-dénoncent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis comme, j'aimerais ça vous aider, mais c'est encore... Justement, il y a encore très peu de recherche, très peu de statistiques. Tu sais, encore une fois, ce que j'amène ici, c'est des choses que j'entends, que c'est... Je dis pas que je me base sur rien, mais reste que j'essaie de me baser sur ce qui est reflété devant moi aujourd'hui. Là. Ben moi, j'ai les données, mettons, pour toute la population québécoise. Puis, en fait, c'est environ 5% des agressions sexuelles qui sont rapportées à la police. Fait que, tu sais, si après, on sachant la réalité des femmes autochtones, ben on peut se dire que c'est encore plus que ça. Ben encore moins que ça, finalement. Puis, il reste que aussi, tout ce qui est le système judiciaire, c'est une structure très rigide. Oui. Alors que nous, on est beaucoup plus dans la malléabilité des choses. Reste comme... je vais faire un exemple concret, là.
puis qui est aussi très répandu ailleurs, c'est que moi, mettons, j'avais des jeunes, j'avais les 12-17 majoritairement, et sauf que j'avais beaucoup de jeunes adolescents, eux, ou masculins, et je ne faisais jamais d'intervention au bureau. Jamais. J'avais un bureau, mais j'allais jamais à mon bureau. J'allais prendre une marche. Je les sortais de l'école. On allait prendre un café, prendre une marche, un tour d'auto. Puis je faisais mes interventions dans ce contexte-là plus informel. Ça fonctionne. Ouais. C'est moins stressant, c'est moins anxiogène. Puis le fait que je sois aussi moi-même autochtone, ça crée des liens. Puis tu sais, Puis j'utilise quand même beaucoup le rire et les blagues aussi à travers tout ça parce que ça aide beaucoup au niveau de la résilience. C'est prouvé, il y a même un livre là-dessus. Puis c'est ça, comme... C'est important que le système judiciaire existe, mais je pense qu'au niveau de la structure, s'il y a comme, encore une fois, un clash de valeurs, c'est très colonialiste, c'est très... Ben juste, la première étape qui est d'aller voir des patrouilleurs... Ben, souvent, c'est les patrouilleurs qui prennent la plainte. Oui. Mais tu sais, malheureusement, sans partir de débat, on s'entend que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de racisme, de discrimination qui a été montré des policiers envers les peuples autochtones. Là. Oui, mais le profilage racial, on va le nommer, profilage racial, effectivement. Et d'autant plus que... Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, tu sais, les femmes autochtones, mais plus les femmes, les Premières Nations sont très... encore aujourd'hui, on le ressent, sont très nomades. Comme moi, quand je travaillais à Québec, c'était souvent des gens de passage, qui repartent en communauté, qui reviennent pour étudier, ça marche pas, ils repartent en communauté, ils reviennent, ils retrouvent un emploi. C'est des gens très nomades dans ce contexte-là. Et, exemple, au travers de ces déplacements-là, il y a une agression qui se fait, exemple, à Chicoutimi. La femme est rendue, mettons, chez son nouveau conjoint, mettons, à Dos-Danak, exemple. Il va falloir que la victime se déplace. Oui. Oui. Où j'ai même entendu un cas hier, c'était une femme du Yukon, une autochtone du Yukon, puis elle a été agressée justement dans le coin de... Dans quel coin? Dans la province de Québec, là, déjà que c'est genre... c'est énorme, le Yukon, comme c'est la distance c'est les énorme, deux là. Des extrémités. Exactement. Ouais. Puis c'est ça, c'est Puis là, justement, le fédéral ou provincial se lançait la balle comme qu'elle allait payer les déplacements de madame. Oui, mais ici, ça arrive souvent, là, tu sais, que, mettons, l'agression a lieu dans un contexte de vacances ou de voyage, ou que, tu sais, étant donné qu'on sait que les femmes dévoilent des fois 15, 20, 30 ans plus tard, ben des fois, les femmes, je veux dire, sont rendues à Trois-Rivières parce qu'ils ont déménagé dans leur vie, mais l'agression a eu lieu où ils ont été élevés, fait que dans une ville, ça peut être des fois à Sept-Îles, à Rimouski. Puis c'est la même chose, là, le procès doit se faire. Au moins, on réussit à faire les premières étapes, tu sais, jusqu'au procès, soit par visio ou des agents qui se déplacent, là, mais en effet... c'est ça. Pour mais ça, c'est pas tout le monde qui est au courant, justement, qui a ces options-là. C'est pas tout le monde. Puis des fois, même au sein d'un corps policier, ça ne sera pas appliqué à amène-toi, on t'attend. Tu sais, malheureusement, c'est des choses que j'ai entendues. Puis pour aller plus, ce que je trouve c'est important de le mentionner aussi, parce qu'on est comme un peu dans le coin, là, à l'UQATR. C'est à l'UQATR? Non, c'est en Abitibi, à l'UQAT. À l'UQAT, il y a un rapport qui est sorti au niveau des stérilisations imposées chez les femmes autochtones. Veux-tu dire c'est quoi? Stérilisation imposée. Attends, j'ai trouvé mes petites notes parce que je m'en rappelle par cœur. Donc, c'est un rapport de recherche qui a été publié en 2022, très récemment. Faite par Suzy Basile, justement, je pense qu'elle travaille à l'UQAT, en Abitibi. Et c'était une recherche qui visait à pallier le manque de données sur la stérilisation imposée de femmes des Premières Nations inuites au Québec. Donc, c'était une occasion pour les femmes de faire connaître leur histoire et de témoigner dans un cadre respectueux d'un principe de recherche sur les violences obstétricales vécues par celles-ci. Ouais. Puis dans le fond, stérilisation... imposée, c'est une procédure médicale. Ligature de trompe, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, en fait, juste parce que des fois, on le sait pas. Là. Non, c'est ça. Tu sais aussi, mettons, c'est un homme qui écoute. Ou... Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est ça, ben, c'est qu'elle peut plus avoir d'enfant après, finalement. Fait que c'est comme si tu décides, ben, cette femme-là... C'est de l'eugénisme. C'est ça. C'est une forme d'eugénisme. C'est que le docteur ou la personne en charge, souvent lors d'un contexte d'accouchement dans ce rapport-ci, ou dans un contexte qu'elle n'est pas en mesure de prendre un consentement... c'est comme elle est consciente pour prendre un consentement d'elle-même, il va y avoir une procédure va être faite, elle va avoir fortement une recommandation d'avoir comme méthode de contraception une ligature de trompe, parce que parenthèse, elle a trop d'enfants qui sont dans le corps de la DPJ, de toute façon elle ne sera pas en mesure d'élever ses enfants, comme exemple qu'on entend souvent,
ou justement est alcoolique, pourquoi elle sera pas en mesure là, d'avoir un enfant, comme un autre exemple qu'on entend aussi. Là. Puis le dernier qui a été recensé dans le rapport, c'est 2019. On peut pas dire que c'est en arrière. Là. Puis en ce moment, ils travaillent sur une phase 2, peut-être une phase 3. Parce que quand le premier rapport a été fait, ça a été fait durant COVID. Puis les femmes voulaient témoigner devant une personne, pas un écran. Puis à la sortie de ce rapport, il y a des femmes qui ont réalisé « Oh, j'ai vécu une stérilisation imposée. » Donc, et voilà. Puis tu sais, c'est parce que je suis sûre que, tu sais, des fois, le monde, on entend dire cette personne-là devrait pas avoir d'enfants, tu sais, parce que, justement, là, beaucoup d'enfants, des PJ, on tout ça. entend dans un contexte de santé mentale aussi. C'est ça, mais on s'entend que là, c'est deux choses de dire, ben, mettons, cette dame-là, peut-être aurait besoin de suivi psychologique parce que ça a des effets sur ses enfants, que de dire, là, attends, là, on est au Canada, là, mais tu droit, vas pas, là. ben, c'est ça, tu vas pas aller changer le corps de la femme, là. Tu peux pas, t'as pas le droit de savoir, comme t'as pas le droit de décider si oui ou non elle a le droit d'avoir un enfant. Ouais. Mais c'est pour ça que le fait qu'on voit les chiffres par rapport aux femmes autochtones, ben encore là, ça montre à quel point les violences obstétricales, mais aussi les violences médicales, comme on a vu avec Joyce et Chacoan, que le système de santé... Puis c'est pour ça, quand on parle de violences systémiques, racistes systémiques... On a parlé de la police, ça pourrait pas être plus clair, là. On a parlé de la santé. Exactement, c'est ça. On invite M. Legault à écouter ce balado. Ce cher M. Legault, mais... Pourquoi j'ai amené ces deux sujets-là de Joyce avec aussi les stérilisations imposées? C'est aussi, je voulais en venir avec la trousse médico-légale. Pourquoi aussi les femmes pourquoi? Parce que c'est fortement lié aussi à la dénonciation, selon moi. Là, je trouve ça important de le mentionner. Ouais. Mais tu sais que c'est déjà un trauma en soi d'aller faire la trousse. Là, c'est pas agréable. Et de deux, c'est qu'il y a une crainte au niveau justement au niveau de le service de santé, peu importe dans quel contexte que c'est offert. Là. Ouais. Puis il y a des communautés qu'il faut qu'ils fassent 2-3 heures de route pour aller faire la trousse. Ouais. Il faut vraiment qu'ils soient motivés. Là. Il faut qu'elle ait un véhicule. Puis tu as 5 jours pour la faire. Là. Il faut vraiment que tu sois motivé, que tu sois dans un bon état pour conduire si tu as un véhicule. Puis déjà, ils demandent de pas te laver, mettons. Ouais. C'est une chose de dire, je m'en vais à l'hôpital à Trois-Rivières, à 5 minutes de chez moi, j'attends dans la salle d'attente, je me suis pas encore lavée. Mais là, s'il faut que je fasse 3 heures de route, attendre à l'hôpital dans une région éloignée ou à cette île, tu sais. Puis justement que t'es pas à l'aise avec le système de santé parce que t'as des craintes avec, mettons, ce que je viens de mentionner. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que c'est un enjeu, là, aussi en soi, là, par rapport à ça. Puis mettons, moi, je suis au communautaire. Fait qu'au communautaire, on est bien intentionné. Qu'est-ce qu'on... Ben, que ce soit au communautaire ou n'importe qui, là, qui écoute, qui est intervenant ou... tu sais, y aurait-tu des choses qui peuvent être mises en place? Tu sais, parce que premièrement, il existe des endroits comme justement les centres d'amitié. Comme tu as dit, je trouve que ça, c'est vraiment pertinent de le rementionner, mais qu'il y a des maisons d'hébergement pour femmes autochtones au Québec. Là. C'est sûr qu'il n'y en a peut-être pas partout, mais que ça se trouve en ligne, qu'il y en a plusieurs. Mais je veux aussi mentionner qu'il y a des gens qui vont être plus à l'aise d'aller dans des organismes autochtones parce qu'elle ne sera pas connue. Je comprends. Elle va pouvoir garder ça comme un secret. Donc, d'où l'importance de pourquoi je viens ici aussi. Là, c'est... de parler que... Puis tu sais, je l'ai aussi entendu dire comme « Ah, pourquoi je suis cette formation-là? J'en verrai pas. » Mensonge! On l'a mentionné, c'est 60% qui vivent... Les allochtones qui disaient ça? J'ai déjà entendu ça, oui. OK. Parce qu'ils habitent quelque part où il y a moins d'Autochtones, mettons. C'est ça, j'en vois pas. Genre, ça sert à rien mais que je parce suis mais c'est un mensonge, il y en a partout. Ben, c'est ça. Puis j'ai goût de te dire, nous c'est ça notre problème, là. Puis c'est pour ça ma question, la prochaine question et la dernière question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'organisation? Parce que nous... Il y en a beaucoup là, à Trois-Rivières, puis on est proche de certaines communautés. Fait qu'il y en a plein autour de nous qu'on croise à l'épicerie qui l'ont vécu. Pourquoi, après, on n'en a pas dans nos services? Oui, mais tu sais, je sais qu'on parlait du Calax de Val-d'Or un peu plus tôt, là, mais eux, je sais qu'ils vont... excuse-moi, eux, ils se déplacent, eux sont proches de Lac-Simon qui Tissaké. Fait qu'eux, ils vont dans la communauté. Puis ce qui aide, mettons, je sais qu'il y a une sexologue aussi dans même la communauté. Elle va aux activités, elle va aux activités de volleyball parce qu'elle n'est pas autochtone, donc elle veut se faire connaître. Elle s'implique au niveau très communautaire parce que justement, ça aide à avoir un visage sur un nom. Puis qu'elle vienne parler aux gens, ça vient vraiment comme apaiser un peu l'ambiance qu'une autochtone vienne dans une communauté parce que je te mentirais pas que c'est quand même un lieu relativement assez fermé parce que les gens ont comme cette crainte-là d'aller dans les communautés. Là, mais reste qu'on est très ouvert en général. Mais je voulais en venir, c'est
d'avoir aussi je sais que c'est des gros efforts à faire là, pour une petite communauté en général, là, parce qu'on est quand même 8% de la population, mais mais comme j'ai mentionné, au niveau de la victimisation, au niveau de la détention, au niveau de la jeunesse, les stats ne mentent pas. Mais ce que je veux dire, c'est en lien avec ça, c'est que je veux qu'on ait comme ce qu'on a mentionné, on nous connaît pas. Il y a une méconnaissance, puis c'est pas à cause que c'est pour mal faire, c'est juste que c'est comme ça. Mais reste que, exemple ici, tu l'as mentionné, il y a au Danac pas loin, il y a au Linac, c'est d'avoir un intérêt comme positif, d'aller faire des recherches, d'où est-ce que tu es dans la carte, mettons. Si je suis proche d'une communauté Mi'kmaq, que ce soit Mohawk, c'est d'aller faire des recherches comme géographiquement parlant stratégiques. Ouais. Là, on ne fera pas les 55 communautés. Mais c'est d'aller faire des petites recherches, puis peut-être de trouver, pas quelqu'un, mais juste avoir une perspective comme autochtone spécifique de la région où ce qu'on est, et d'apprendre tranquillement à les connaître, ou de trouver un moyen de faire un petit partenariat, une petite visite, ou même d'aller dans les powwows durant l'été. C'est un bel exemple, parce que c'est un moment de rassembleur, puis c'est aussi juste, on me parle beaucoup de comment j'interviens, quelles sont les approches à prioriser, humainement. Tout simplement, ça revient toujours à ça, hein? Ouais. Mais c'est ça là, la vie, les relations sociales. Puis... Exactement, c'est d'adapter les besoins de la victime selon l'intervention que tu veux utiliser. Puis j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Devant moi, j'ai une page blanche, parce que moi, dans la ville de Québec, c'est une terre d'accueil, comme on disait à Wendake, c'est que je travaille avec différentes nations, différents jeunes de différentes communautés, fait que je pouvais pas me mettre tout le monde dans le même bateau non plus moi-même là, en tant qu'intervenante. Fait qu'il fallait que j'aille une page blanche devant moi, puis que cette personne-là me nomme des besoins, puis que je l'écoute parler, puis que je m'adapte selon la personne. Ouais. Tout simplement. Parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai travaillé comme... J'ai pas travaillé avec une nation ou une communauté. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs communautés, plusieurs nations. C'est très... C'est une complexité, une belle complexité. C'est beau, c'est quand même beau là, que chacune a leur couleur, là, mais c'est juste d'intervenir humainement. Là. Je sais pas comment aller. Comme tu dis aussi, de pas juste attendre qu'ils viennent vers nous, puis d'aller à leur rencontre aussi. Parce que justement, par rapport au racisme systémique, au racisme que moi-même j'ai vécu, faire le premier pas à autrui, c'est très difficile parce que je me suis fait revirer de bord, entre guillemets, souvent, là, retourne dans la réserve, retourne dans ton tipi, c'est des propos que j'ai entendus plus jeune. Est-ce que j'ai envie, moi, personnellement, d'aller parler à autrui après? Bah, peut-être pas. Il y a des gens que c'est comme ça aussi qui vont réagir, si je me fais insulter par une personne, mettons, comme... entre parenthèses blanches, là, ou ben, tu sais, comme québécois, j'ai pas envie, moi, après, d'aller leur parler, c'est normal, là, c'est des blessures qui restent, et je pense que c'est d'aller vers l'autre aussi qui pourrait aider, comme, hey, salut, je me présente, puis c'est simple, c'est simple, en vrai, pour vrai, là, je pense pas qu'il y a rien de compliqué derrière tout ça, là, c'est vraiment d'être simple, en général, puis comme j'ai mentionné, c'est... L'informel, ça aide beaucoup. L'approche holistique, ça aide beaucoup. C'est souvent l'approche utilisée en général dans différentes communautés. Encore une fois, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais il reste que l'approche holistique, c'est une approche très, très utilisée. Et c'est vraiment justement d'aller faire... peut-être, je sais qu'il y a des pages Facebook, là, des communautés ou des services sociaux, d'organismes qui travaillent en milieu urbain, quand je dis organisme autochtone, qui travaillent en milieu urbain, donc... Ils ont des pages Facebook, puis ils ont des activités ouvertes au public. Ben oui, je vois souvent. Ben c'est ça, juste aller là-bas, puis comme « Hey! » Puis on va peut-être collaborer, ou ben tu sais, comme « Salut, moi je travaille au Calax », parler aux gens qui fréquentent ces services-là, comme si tu connais quelqu'un, quoi que ce soit, ben tu sais, moi on est là, puis tu peux venir nous voir, comme c'est de faire coucou, genre. Tout à fait, ouais. Merci énormément de t'être déplacée, parce que là, on te voit pas, mais tu t'es déplacée sur place pour venir me parler aujourd'hui. Fait que j'apprécie honnêtement beaucoup, beaucoup ta visite. Moi, j'aime ça de me déplacer. Ouais, mais quand même. Fait que je te remercie beaucoup. Puis aussi pour, c'est ça, d'avoir pris le temps de répondre comme à toutes mes questions. Puis c'est sûr, pour moi, c'est enrichissant, mais je pense c'est beaucoup des fois des intervenants et tout ça qui nous écoutent. Fait que je pense que pour eux aussi, ça va être enrichissant comme discussion. Oui, puis oui, effectivement. Puis je sais pas s'il y a un moyen d'accéder au... Ah, c'est vrai, avant de terminer, il y a...
Je t'avais dit, ma collègue travaille sur un podcast aussi en Oui. violence. Oui, tu peux tout plugger ce que tu veux, là. Je peux plugger le live, mais Oui. je peux plugger, elle m'a texté, pas le lien, mais j'ai dit... tu me l'enverras, je vais pouvoir le mettre, là. Ah, cool! Ouais. Parfait. Donc, c'est des... je pense que c'est sur Spotify, je crois, disponible. Ça s'appelle « Des balados sur la violence familiale par Femmes autochtones du Québec ». Ça s'appelle Hidden Crisis, une crise cachée. En ce moment, il y a seulement en anglais, mais ils vont être éventuellement bilingues. OK. Ouais. Cool. On a ça. Puis moi aussi, je vais me plugger moi-même. Oui! comme tu l'as mentionné, je me déplace beaucoup. Donc bientôt, tu sais, moi, je continue mon chemin après vers Québec. Je travaille avec l'école de police aussi, sur un projet avec le DPCP. Je travaille avec le Calax de Val-d'Or sur notre projet. Je travaille avec Éducalois sur notre projet. Puis moi, je me promène aussi en contexte de formation, autant pour les communautés autochtones qu'allochtones. OK. Fait que, comme j'ai mentionné, j'ai formé IVAC, Calax, puis j'ai formé CAVAC aussi. Ouais. Puis comme tu l'as mentionné, j'ai aussi donné un petit séminaire au bac en sexo, le J de l'UQAM. Donc, c'est vraiment comme... pour moi, c'est un travail qui me passionne. Donc, j'imagine que tu peux pouvoir mettre mes tes coordonnées. Ouais, tout à fait. C'est sûr que là, je suis un peu pleine jusqu'en décembre. Mais après les fêtes, je devrais être correcte. OK, parfait. Merci encore, Maureen. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. À toi.